Vous avez, c'est un résumé du résumé, hein, vous devez le lire après avoir fait le cours. C'est juste je veux dire, un résumé qui vous permet de relire et de se dire, tiens, est-ce qu'on a bien compris? Est-ce qu'il n'y a pas des informations supplémentaires? Ça vous donne aussi des pistes pour pouvoir répondre aux différentes questions. Donc, on va dire que c'est plutôt un complément, mais que le mieux vraiment est de se baser sur ce que je vous ai dit, le cours, et puis seulement de lire ce résumé. Si vous ne faites que ce résumé-là, c'est pas assez pour répondre aux questions, hein. Donc, première question, quels sont les professionnels de la santé qui peuvent prescrire en Belgique? Les infirmiers peuvent-ils prescrire? Attention, s'il vous plaît, quand je vous dis piste, ça ne veut pas dire réponse. Ça veut dire que j'ai noté quelques éléments qui vous permettent de rédiger la réponse. La réponse, elle doit être structurée et complète. Si vous me balancez médecin, dentiste, sage-femme juste comme ça, c'est pas assez. Je vous ai mis aussi à savoir absolument, c'est les erreurs les plus communes que je vois généralement. Donc en fait, ça, ce sont des pistes pour vous, mais il faut bien rédiger. Donc si vous bâclez, vous ne serez pas dispensé. Donc vous avez le cours, vous avez les questions à l'avance, donc il faut quand même faire le minimum du minimum. Si vous me balancez 2, 3 mots, voilà, prouvez que vous avez quand même compris un minimum et structuré votre réponse parce que les compétences, elles sont quand même vérifiées, ça doit quand même être assez... Voilà, vous devez prouver qu'il y a quand même quelque chose derrière. Et comme je vous ai dit, ce cours-là, en fait, normalement, il est rattaché au stage. Donc en fait, c'est la preuve que vous avez fait correctement vos stages. Si vous le ratez, c'est qu'il y a vraiment un problème fondamental avec ce que vous avez fait au stage. D'accord? On ne peut pas réussir ce cours-là si on ne fait pas de comptoir. Donc, question 2. Quelle est la règle de prescription depuis le 1er janvier? Là, comme je vous ai dit, il faut parler des ordonnances électroniques, que c'est la règle générale, sauf dans des cas médecins âgés de plus de 64 ans, médecins étrangers, patients étrangers, en ambulatoire, etc. Ça, c'est dans le cours, ok? Donc, bien expliquer ça. N'hésitez pas à donner des exemples pour illustrer ce que vous dites. Citer 4 exceptions qui permettent de faire une ordonnance manuscrite. Comme je vous ai dit, ça fait partie presque de la question précédente. C'est dans quelle situation le médecin peut prescrire une ordonnance papier. Question 4. Expliquer le parcours de la prescription électronique de sa création jusque chez le pharmacien et puis l'office de tarification. Attention, là je vous donne une explication supplémentaire qu'il n'y a pas dans le cours. Donc, j'ai déjà expliqué une des classes. Donc, normalement, vous devez aussi le savoir via les stages. Je préfère vous l'expliquer oralement pour être sûr qu'il n'y a pas d'incompréhension. Une ordonnance est faite chez le médecin, qu'elle soit électronique ou qu'elle soit papier. Ensuite, elles arrivent à la pharmacie où vous la prenez en charge. Là, vous écrivez, vous rajoutez le numéro d'ordre, la date et le cachet de la pharmacie. Ensuite, on sépare les ordonnances tarifiables des non tarifiables. On garde les non tarifiables pendant 5 ans. On les archive à la pharmacie. Les tarifiables. Donc, il y a les ordonnances électroniques et les ordonnances papier. Les ordonnances électroniques et les ordonnances papier. Quand le mois est achevé, le premier jour du mois suivant, le premier jour ou le deuxième ou troisième, ça dépend les mois, doivent être communiqués à l'office de tarification. Il y en a 2-3 en Belgique. Quand ce sont des ordonnances électroniques, le pharmacien se logue et envoie par mail l'ensemble des ordonnances électroniques pour vérification. Les ordonnances papier, qui sont tarifiables, c'est-à-dire où la mutuelle doit vous rembourser. Un chauffeur vient de l'office de tarification, fait le tour des pharmacies de Bruxelles avec une boîte. Donc il arrive par exemple le dernier jour du mois, c'était vendredi, il arrive le lundi ou le mardi, il vient avec sa boîte, il me remet des anciennes ordonnances qui ont été corrigées, que je mets dans mes archives, que je garde 5 ans pour les ordonnances normales et 10 ans pour les stupes. Lui, il attend de moi que je lui donne la nouvelle boîte avec les ordonnances du mois passé.
Donc, j'ai mis un élastique, j'ai vérifié les ordonnances, j'ai vérifié le cachet, etc. Je lui mets dedans. Il va conduire jusqu'à l'office de tarification. À l'office de tarification, vous avez des assistantes, entre autres, qui reprend toutes les ordonnances du mois, qui les vérifie une à une. Qu'est-ce qu'il vérifie? Le bon nom du médecin, le bon nom du patient, que vous avez délivré la vérité, que vous n'avez pas rajouté, que vous n'avez pas enlevé, que le statut du patient était encore valable. Si c'est un numéro attestation, vérifie si c'était valable, si vous avez mis le numéro d'attestation. Donc, elle vérifie tout le tas. S'il en manque, l'office de tarification appelle la pharmacie, demande pourquoi. Si c'était une ordonnance perdue, on peut la renvoyer et la donner. Si pas, on ne vous paye pas. Par exemple, il y avait une ordonnance qu'on n'a pas retrouvée d'un médicament qui coûtait 2000 €. Si elle n'existe pas, si vous l'avez inventée, si vous avez perdu, si le patient est reparti avec, à ce moment-là, l'office de tarification dit à la mutuelle ne rembourse pas. Et là, le pharmacien est très fâché. C'est pour ça qu'il y a des QR codes sur les boîtes de médicaments pour voir ce qui s'est passé, si vous avez trafiqué, si vous avez perdu, si et ça. Donc, le but de l'office de tarification, c'est un organisme qui vérifie l'encodage, si tout a été bien fait. Il donne son feu vert à la mutuelle et la mutuelle paye à la fin du mois le pharmacien. N'oubliez pas, le pharmacien, il achète la boîte d'antibiotiques à 20 €. Le patient paye le tiers payant 2 € et les 18 €, c'est vous qui aviez payé. Hein. Et qui va vous le rembourser? C'est la mutuelle. Mais pour ça, on doit envoyer les ordonnances électroniques et les ordonnances papier. Donc, si tout se passe bien, à la fin du mois suivant, l'argent arrive sur le compte de la pharmacie. Et 3 mois après, les ordonnances reviennent. Comme pour la boîte du début, vous vous rappelez? Donc, les ordonnances classiques sont archivées 5 ans, les ordonnances STUP, 10 ans. Donc, c'est ça qu'il faut expliquer dans cette question qui est très importante. Donc voilà, n'hésitez pas à rembobiner, à réécouter, mais ça, c'est le cycle. Donc bien séparer ce qui est tarifiable et non tarifiable. On envoie ce qui est tarifiable par mail, les électroniques, papier, le chauffeur. Vérification, s'il ne manque rien. L'office tarification, feu vert à la mutuelle. Mutuelle paye le pharmacien. Donc le pharmacien scanne une preuve de prescription, je suis à la question 5, électronique. Le médecin a ajouté une note manuscrite donnée générique. Le pharmacien peut-il tenir en compte? Alors, si c'est électronique, bien sûr que non, parce qu'aucun ajout ne peut être rajouté. Quelles sont les mentions obligatoires sur une ordonnance? Là, c'est ce qu'on a fait dans ce que je vous ai filmé. D'accord? Donc le NIS, l'INAMI, machin, etc. Donc voir les vidéos. Quelle est la durée de validité par défaut? Donc, comme je vous ai dit, c'est 3 mois jour pour jour, à partir du moment où la date de consultation est mise. S'il n'y a pas de date de consultation, on ne peut pas accepter. S'il y a une date de consultation et qu'elle est mise, on respecte. Elle va de 1 jour à 1 an, 365 jours. Par défaut, s'il ne met pas de date de validité, c'est 3 mois. 3 mois, voilà, mais il peut aller jusqu'à 1 an et il peut faire moins pour les antibiotiques et les STUP. Question 8. Un médecin prescrit un antibiotique le 15 mars sans préciser la date de fin. Le patient se présente le 10 juin. Voilà, ça c'est un calcul de date, je vous laisserai faire. Qu'est-ce qu'une délivrance différée? Donc bien expliquer ce que je vous ai dit. Vous pouvez la redessiner si vous voulez et m'expliquer il y a la date de l'ordonnance originale, la date de l'ordonnance originale, le numéro de l'ordonnance originale, le nom du patient, le nom du médicament. Et puis, une fois que vous la tarifiez, vous rajoutez la date du jour, la nouvelle date du numéro de suivi, etc., etc. Donc ça, j'ai bien expliqué dans les délivrances différées. Et qu'elle n'est valable que par rapport à la date de l'ordonnance originale. Et bien mettre que dans l'ordonnance originale, on a mis un U dans la marge, U qui signifie ultérieur. D'accord? Donc vous expliquez comment on fait avec une ordonnance pour faire une délivrance différée et à quoi ressemble la délivrance différée, combien de temps on peut la délivrer et voilà, c'est ce que j'expliquais dans la vidéo. Question 10. Quelle est la différence entre une ordonnance étrangère, un CPS, une ordonnance police et militaire?
Donc, comme je vous ai dit, les ordonnances étrangères, il n'y a jamais aucun remboursement. On peut accepter que Union européenne, le type de médicament, je vous ai expliqué. Le CPS, c'est un organisme qui le prend en charge. Là, donc, la police, c'est l'organisme police qui prend en charge. Militaire, c'est l'armée qui prend en charge. Donc, en fait, chacune de ces ordonnances-là est prise en charge par une institution différente. Et les ordonnances étrangères, elles ne sont pas remboursées. Et donc, à la fin du mois, les ordonnances classiques, c'est la mutuelle qui rembourse. Les ordonnances police, c'est un organisme différent. Militaire, c'est un organisme différent. CPS, c'est le CPS qui paye la pharmacie. D'accord? Donc, ce sont des systèmes différents, mais chacun rembourse la pharmacie à la fin du mois d'après. C'est quoi MyCarnet? Ça, j'ai expliqué. C'est une plateforme liée à eHealth, donc la plateforme qui gère la santé en Belgique. Se connecter avec la carte d'identité du pharmacien, 12 heures. Elle permet d'accéder au statut d'assurabilité du patient. Elle permet aussi de savoir si l'attestation est valable. Donc, ce sont les médicaments du chapitre 4 et elle permet de pratiquer le tiers payant. Quelles sont les règles spécifiques pour les ordonnances vétérinaires? Ça, c'est expliqué, hein. N'oubliez pas, elles sont jaunes maintenant. La durée de validité, attention, pas de remboursabilité, mettre le nom du propriétaire mais sans son numéro INAMI, etc., etc. Dans la tarification, expliquez ce que c'est CNK, CBU et QR. Je ne vous demande pas, vous pouvez barrer CBU, c'est simplement QR code et CNK. Donc ça, je vous ai expliqué aussi. Expliquer les 7 catégories de remboursement, plus un exemple de chacun. Vous allez aussi avoir un exercice en me disant quelle catégorie probablement c'est. Qu'est-ce que le ticket modérateur? Donc ça, je vous ai expliqué aussi. Quelle est la différence entre VIPO et bénéficiaire ordinaire? C'est ce que je vous ai dit, hein. Donc, quand vous êtes VIPO ou BIM ou Omnio, donc qu'est-ce que c'est BIM, Omnio? Ce sont en fait on va dire des catégories. C'est pas la catégorie ordinaire, mais c'est la catégorie préférentielle. Donc vous pouvez, si vous ne connaissez pas BIM ou Omnio, simplement me mettre VIPO, me dire la différence entre un statut actif et un statut VIPO. Et qu'est-ce que ça veut dire VIPO? Si à la pharmacie, vous connaissez ce que c'est BIM et Omnio, vous pouvez aussi me l'expliquer. Mais dire que le ticket modérateur est différent selon le statut que vous avez et vous donner des exemples. Qu'est-ce que la prescription DCI? Ça, je vous l'ai expliqué. Comment un médecin doit prescrire en DCI? Quel est le but? C'est pour faire des économies, pour que le pharmacien puisse délivrer la spécialité la moins chère. Le médecin peut s'y opposer en cas de force majeure, en cas d'allergie, en cas de marche thérapeutique toxique étroite. Question 18, c'est plus ou moins la même chose avec l'antibio.